Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche 9 octobre, un policier entre la vie et la mort après l'attaque de Viry-Châtillon. Les agresseurs ont bloqué les portes de la voiture après l'avoir incendiée avec des cocktails Molotov. Une action qui semble préméditée. Le maire de la ville parle d'une tentative d'assassinat. Nous reviendrons sur ce quartier livré au trafic et dont la police tentait précisément de reprendre le contrôle. La tension qui monte d'un cran entre la Russie et l'Occident. Moscou a mis son veto hier à la résolution française sur la ville d'Alep, refusant ainsi de mettre un terme au bombardement. Alep où a pu se rendre l'une de nos équipes. Reportage exceptionnel dans ce journal. Donald Trump condamné à contre-attaquer ce soir lors du deuxième débat face à Hillary Clinton. La vidéo de ses propos sexistes lui a coûté de très nombreux soutiens républicains. Des républicains qui n'hésitent plus à dire qu'ils ne voteront pas pour lui. Nous irons aussi à la rencontre des néo-paysans, des citadins qui ont tout quitté pour travailler la terre et élever des animaux. Demain, ils pourraient représenter en France un agriculteur sur 3. Et puis vous verrez aussi en exclusivité les premières images du spectacle de Gad Elmaleh et Kev Adams. 20 ans les séparent, mais leur humour, et vous allez le voir, totalement compatible. Un show à l'américaine qui, dans le public, a réconcilié le temps d'une soirée parents et enfants. Le jeune policier brûlé hier à Viry-Châtillon a donc été plongé dans un coma artificiel. Son pronostic vital est ce soir engagé. Avec sa collègue, elle aussi gravement blessée, ils ont été attaqués hier par une quinzaine d'hommes cagoulés. Et la préméditation ne fait plus guère de doute. En jeu, le contrôle d'un quartier connu pour ses nombreux trafics. Les explications de Benjamin Bindard, Pierre Barretti et Corinne Chevreton. 24 heures après les faits, les policiers en sont maintenant convaincus. Leurs collègues ont été victimes d'une agression minutieusement préparée et qui avait pour objectif de les tuer. Selon les policiers et des témoins, peu avant 15 heures, une quinzaine d'individus cagoulés s'approchent des deux voitures de police. Une voiture fait écran alors pour cacher leur arrivée. Très vite, les assaillants s'attaquent aux véhicules à l'aide de pierres et de cocktails Molotov. Les voitures prennent feu. L'une des patrouilles parvient à s'extraire, pas l'autre, car les agresseurs bloquent les portes. D'après des éléments d'enquête, il semblerait qu'ils aient aussi voulu empêcher de sortir mes collègues des véhicules pendant qu'ils prenaient feu. Donc c'est carrément un crime. On peut l'employer et on doit l'employer parce que c'est un événement très dramatique. 20 enquêteurs sont à l'œuvre, mais les indices sont minces. La mission de ces deux unités de police était de protéger la caméra fixée au sommet de ce lampadaire face à la cité de la Grande Borne. Il y a 18 mois, la mairie l'avait fait installer afin de surveiller ce carrefour devenu un lieu d'embuscade. Des individus attendaient les automobilistes au feu pour les agresser et les dépouiller. Depuis la mise en place de cette vidéosurveillance, les agressions avaient cessé. Mais au printemps, la caméra est prise pour cible. Des gangs lancent plusieurs fois des voitures béliers et tentent même de scier le lampadaire. La mairie réplique. D'abord, elle fait disposer ses blocs de béton, puis met en faction de véhicules de police. Des mesures qui n'ont pas suffi à faire reculer les délinquants. Ils ont la ferme volonté de pouvoir continuer de gagner de l'argent de manière complètement illégale comme ils le font, en vendant de la drogue sur ce secteur. Je ne peux même pas arriver à croire qu'on puisse, de toute façon, quand bien même ça serait pour de la drogue, essayer d'assassiner des policiers, puisque c'est le cas. L'enjeu, c'est bien sûr le contrôle du territoire entre la police et les gangs. Au milieu de cette bataille, les habitants décrivent un quotidien devenu compliqué. C'est invivable. Maintenant, même nos enfants, nos femmes, pour y aller chercher le pain, ils sont incapables d'y aller chercher le pain. Le matin, moi, je m'en vais de bonne heure. Je disais à la dame, j'ai la peur au ventre, moi. Les habitants réclament de nouvelles mesures au maire qui, de son côté, après avoir multiplié par 2 le nombre de policiers municipaux et installé plusieurs caméras dans la ville, admet aujourd'hui être désemparé. Bonsoir Pierre Barretti, vous êtes précisément sur les lieux de cette attaque à Viry-Châtillon. 2 policiers, Pierre, sont toujours hospitalisés ce soir. Une gardienne de la paix de 39 ans, grièvement brûlée aux mains et au visage. Et puis il y a ce jeune homme de 28 ans dont on a parlé et dont le pronostic vital est toujours engagé. Oui, c'est absolument exact. Et cet adjoint de sécurité de 28 ans, placé en coma artificiel, brûlé au visage, aux mains et beaucoup plus grave aux poumons. C'est pour cela
que les médecins réservent leur pronostic pour les 48 prochaines heures. Mais le sentiment qui prédomine ce soir chez les policiers que nous avons pu rencontrer, c'est l'impression d'être pris à nouveau pour des cibles visantes. Une situation qu'ils connaissent, qu'ils subissent depuis plusieurs mois déjà, car les policiers ont en mémoire cette agression à Paris, cette voiture de police qui avait été incendiée par des casseurs le 18 mai dernier. Et à ce moment-là, les deux fonctionnaires, eux, avaient pu s'en sortir de justesse grâce à l'intervention de passants. Merci beaucoup, Pierre. En Haïti, 5 jours après le passage de l'ouragan Matthew, le bilan fait état de 877 morts et les centaines de milliers de sinistrés doivent maintenant tenter de survivre. Les besoins alimentaires, on s'en doute, sont immenses. Les ONG essayent aussi d'enrayer une épidémie de choléra. Plusieurs cas ont déjà été signalés. Christine Chapelle. Eux ont eu de la chance. Les murs des maisons sont restés debout. Cet homme reconstruit son toit avec ce que l'ouragan lui a laissé. Les voisins s'entraident. Ils n'attendent pas grand-chose des autorités. Le gouvernement va-t-il se souvenir de nous? D'ici là, mieux vaut qu'on se débrouille tout seul. De partout, l'aide humanitaire arrive. De la nourriture de Bolivie, des médicaments et des purificateurs d'eau venus d'Allemagne. La France a fait partir 32 tonnes de matériel, accompagnés par 60 militaires de la sécurité civile. Le plus urgent est de rétablir la distribution d'eau potable, car le choléra a déjà tué 13 personnes dans le sud-ouest de l'île. Et les autorités craignent une épidémie comparable à celle qui avait endeuillé le pays en 2010 après le tremblement de terre. La deuxième urgence à régler est la nourriture, car l'ouragan a détruit par endroits jusqu'à 80% des récoltes. D'ici quelques jours, la situation deviendra critique. Il n'y a plus de nourriture, plus de légumes, plus de mangues, plus d'avocats. Tout a été détruit. Le Bureau des Nations Unies pour l'aide humanitaire a estimé que 750 000 personnes avaient besoin d'une assistance immédiate. En attendant, les rescapés enterrent les morts. Là aussi, il faut faire vite pour éviter les risques d'épidémie. L'ouragan Matthew qui remonte toujours le long des côtes américaines. La Caroline du Nord connaît en ce moment des inondations meurtrières. 7 personnes au moins sont mortes. Des maisons et des voitures ont été submergées par la montée des eaux. Et vous le voyez, les sauveteurs ont dû procéder à des centaines d'évacuations, parfois extrêmement délicates. Ces opérations qui sont menées, même si Matthew est redescendu en catégorie 1 avec des vents allant jusqu'à 120 km/h tout de même. Toujours à l'étranger, la Russie reste inébranlable sur la question d'Alep en Syrie. Moscou a mis son veto hier à la résolution française qui, on le sait, exigeait l'arrêt des bombardements. Un bras de fer qui devient problématique alors que Vladimir Poutine doit venir à Paris le 19 octobre prochain. Le point avec Patricia Lémonière. Le représentant de la Fédération de Russie lève le bras. Il oppose son veto à la résolution française. 11 membres sur les 15 du Conseil de sécurité votent pour, 2 s'abstiennent. Jean-Marc Ayrault a pourtant tenté de défendre le texte, arrêt des bombardements sur Alep et mise en place de corridors humanitaires. Mais la Russie campe sur ses positions. C'est son 5e veto en 5 ans de guerre. À cause de votre décision, des Syriens vont continuer à mourir à Alep et ailleurs. Pour la forme et pour faire bonne figure, Moscou présente alors une autre résolution où il n'est pas question de suspendre les bombardements. Le représentant russe s'interroge même sur la nécessité d'une telle réunion. Chers collègues, nous participons aujourd'hui à une des mises en scène les plus étranges de l'histoire du Conseil de sécurité. Des propos qui choquent. Vous croyez que la France a des leçons à recevoir